Je, je voudrais inviter Monsieur Cédric Djongo pour la préparation du deuxième panel. Monsieur Cédric Djongo, journaliste qu'on ne présente plus du journal panafricain économiste Sika Finance. Merci. Monsieur Djongo, prenez place. Au milieu. Je voudrais également inviter monsieur Francky Bounang, directeur de la gestion à Harvest Asset Management. Monsieur Zakaria Sidik, CEO de CMB Group Motors. Merci. Robert Nyanjo, Petroleum Engineer Economist, fondateur et Managing Director of NG Group LLC. Jessica Fekuchua, partenaire et Head of Tax and Legal at SCA Tax and Legal. Et Linda Amadagana, Managing Partner à Amadagana and Partners. Merci. Bonjour à tout le monde. Rebonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez encore suffisamment d'énergie pour suivre les échanges, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire encore. Le sous-thème autour duquel nous allons échanger, c'est compétitivité énergétique et transport. Alors vous l'aurez bien compris que nous parlons depuis le matin des leviers de la compétitivité de nos économies. Et nous abordons à présent un aspect qui est l'un des plus essentiels, du moins parmi les aspects essentiels pour soutenir l'essor de nos économies, c'est les infrastructures. Et pour cet après-midi, et pour ce matin, nous allons mettre une emphase particulière sur les infrastructures énergétiques et les infrastructures de transport. Alors, si on parle de l'énergie, notamment d'énergie électrique, dans notre pays, le Cameroun, le taux d'accès à l'électricité est de 71% selon les chiffres officiels. Alors, il faut bien distinguer taux d'accès à l'électricité et la disponibilité de l'électricité sur une période de 24 heures. Je pense que si on fait un ratio, on va être sur un taux un peu moins. La demande est estimée à 1379 MW au Cameroun en 2021 et l'offre est de 1047 MW. Ça fait un déficit d'environ 330. Donc, ça constitue un véritable problème, non seulement pour les ménages, mais aussi pour le secteur productif qui a besoin de suffisamment d'énergie disponible pour pouvoir produire. Je vous donne une statistique. À Douala, par exemple, la capitale économique, la société Eneo a des demandes des industriels de 216 MW qu'elle ne parvient pas à satisfaire. Alors, quelle est la place de l'électricité dans l'essor économique de notre pays et de notre sous-région? Comment permettre de booster ce secteur? Nous allons échanger avec nos experts, les panélistes, qui chacun a une belle expérience à partager avec vous. On parlera également des infrastructures de transport qui sont nécessaires pour la croissance économique. L'objectif au terme, c'est de vous permettre à vous, chers participants, de mieux cerner le rôle que les infrastructures énergétiques et de transport peuvent avoir dans le processus de compétitivité. Quelles sont les pistes de solutions pour pallier aux différents manquements que nous observons aujourd'hui? Voilà donc ce qui va constituer l'ossature de ces 90 minutes d'échange. Je vais commencer d'abord par la dame. Honneur aux dames. Bonjour. Bonjour à Jessica Fekuchua, spécialiste de la fiscalité
et des transactions internationales qui est aujourd'hui à ECA Tax and Legal. Après avoir passé quand même 10 ans à Ernst Young, d'après ce que j'ai vu. Bonjour, merci beaucoup. Alors, quelle est votre appréciation générale de cette thématique? Alors, je vais peut-être commencer par saluer tout le monde et me présenter à nouveau. Je suis Jessica Fuquechua, je suis associée et directrice du département juridique et fiscal du cabinet ECA Tax and Legal, qui s'appelait avant Ernst Young Cameroun. Donc, je suis très honorée d'être parmi vous ce matin à double titre, parce qu'on va parler aujourd'hui d'énergie électrique, qui est un secteur qui me passionne depuis longtemps, et parce que je fais partie aujourd'hui de ce prestigieux panel pour discuter des sujets qui nous intéressent tous ce matin. Donc, il est question aujourd'hui qu'on débatte des politiques d'accroissement de la production énergétique, de réduction des coûts énergétiques et d'accroissement du taux d'accès à l'électricité. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on met sur la table le sujet des outils qui peuvent avoir un impact sur le développement d'un secteur, il est important, il est inévitable de traiter de la fiscalité. Donc aujourd'hui, la question est celle de se poser, quelle est la place de la fiscalité aujourd'hui au sein du secteur énergétique? Est-ce que la fiscalité est contraignante ou alors est-ce que c'est un sujet qui est incitatif et que les entreprises qui veulent devenir des acteurs dans le secteur énergétique peuvent utiliser pour pouvoir s'implanter dans le secteur et puis faire des investissements qui peuvent, à la fin de la journée, profiter à l'État du Cameroun. Alors, ce qu'il faut savoir à titre préliminaire, c'est que contrairement à d'autres codes sectoriels tels que le code pétrolier, le code gazier ou le code minier, la loi du 14 décembre 2011 qui régit le secteur de l'électricité ne contient pas de dispositions fiscales, des incitations fiscales spécifiques pour le secteur. Ce qui se passait avant 2013, c'est que les acteurs convenaient de cahiers de charges avec l'État dans le cadre des négociations pour la production de l'électricité ou bien pour la vente de l'électricité. Donc, ils concluaient des contrats de concession de production ou des contrats de licence, par exemple, de vente d'électricité. Et à ces contrats-là étaient annexés des sortes de cahiers de charges qui contenaient les différentes mesures fiscales, douanières et de réglementation d'échange qui pouvaient être incitatives pour l'opérateur dans le secteur de l'électricité. Donc, ces discussions-là se faisaient de manière vraiment libre. Il n'y avait pas de canevas précis pour donner des orientations sur les incitations fiscales douanières qui sont aujourd'hui ouvertes aux opérateurs. C'est un mécanisme qui comportait beaucoup d'inconvénients parce que les investisseurs étaient un peu à la merci des administrations, n'ayant pas de socle d'environnement législatif et réglementaire bien précis sur lesquels ils pouvaient s'appuyer. Et deuxièmement, dans le cadre de ces discussions pour convenir des modalités des charges, les incitations se limitaient à la phase d'installation. Aujourd'hui, on sait que dans le secteur de l'énergie, tous les investisseurs qui viennent ont généralement deux phases. La phase d'installation où ils installent les équipements et ensuite on a la phase d'exploitation de production au cours de laquelle on produit effectivement de l'électricité. Donc, dans le cas des négociations sur les cahiers des charges, généralement, les incitations ne concernaient que la phase d'installation, ce qui faisait que lorsque les opérateurs rentraient en phase d'exploitation-production, ils étaient reversés au droit commun de la fiscalité et n'avaient pas d'incitation intéressante pour pouvoir les accompagner dans leur projet. Donc, fort de cela, l'administration fiscale a bien compris qu'il y avait un souci. Donc, il y a la loi de 2013 sur les incitations privées à l'investissement qui a été adoptée et qui prévoit un panel d'incitations fiscales, douanières, en matière de réglementation d'échange, qui s'applique aussi bien en phase d'installation qu'en phase d'exploitation. Et ce que cette loi apporte d'ailleurs, c'est qu'elle considère le secteur de l'électricité comme un secteur prioritaire. Donc, en sus des incitations fiscales douanières de droit commun, vous avez des incitations spécifiques et vraiment intéressantes pour les opérateurs dans le secteur de l'électricité. Donc, ceci, c'est le premier moyen en réalité que l'État met en place pour inciter l'investissement dans le secteur de l'électricité, pour promouvoir la production énergétique, pour réduire les coûts énergétiques et surtout pour favoriser l'accès à l'électricité. Je vais évoquer un deuxième point, si vous le permettez, le point du secteur des énergies renouvelables. Aujourd'hui... Alors, les énergies renouvelables, peut-être on va en parler, si vous permettez. Oui. Je vais vous relancer là-dessus. Le temps peut-être pour les autres panélistes de dire un mot. Très bien.
Alors, je vais vous passer le micro, Monsieur Robert Nyandjo. Bonjour. Si vous pouvez prendre le micro. Vous êtes ingénieur pétrolier, professionnel chevronné de l'économie pétrolière. Jessica Fuke est entrée immédiatement dans sa première prise de parole sur les incitations au niveau fiscal pour l'investissement dans le secteur de l'énergie, de l'électricité en particulier. Mais on constate qu'il y a quand même beaucoup de problèmes pour le consommateur final. Je disais tout à l'heure que les ménages, c'est les coupures récurrentes d'électricité. Les entreprises également, c'est un déficit qui leur empêche de produire suffisamment pour soutenir notre croissance. Tout cela vient en aval d'un ensemble de problèmes qu'on a à la fois au niveau de la production, qui est déficitaire, au niveau du transport, ne fournit pas toujours toutes les garanties, et au niveau de la distribution, où l'État estime que le distributeur ne fait pas suffisamment d'investissement. Il y a un quatrième volet qui est celui des finances même du secteur, entre les têtes croisées avec les différents acteurs, Eneo qui réclame de l'argent à l'État, le producteur qui réclame de l'argent à Eneo, Sonatrel qui réclame de l'argent à Eneo, etc. Donc on se retrouve dans une spirale. Selon vous, aujourd'hui, quel est le principal défi du secteur de l'électricité au Cameroun? On a des incitations qui ont été évoquées, mais pourquoi on ne parvient pas à avoir de l'électricité à temps plein? Merci, monsieur le modérateur. Merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. Je me présente. Je suis monsieur Nyandjo Robert, ingénieur pétrolier et économiste des énergies, basé à Houston, au Texas. Je suis aussi promoteur des activités au Cameroun. Le problème de l'électricité, ou alors l'électricité comme énergie secondaire, il y a déjà le monopole naturel qu'on a dans ce domaine-là. L'État devrait, en premier pas, libéraliser ce domaine. Je comprends que l'énergie a un côté... Vous voulez dire libéraliser la distribution? Libéraliser l'industrie en elle-même. Parce que le côté sécuritaire de l'énergie amène l'État à être un peu plus prudent, parce que si il ne le fait pas de la bonne façon, il met sa sécurité en danger. Ça, je comprends. Mais non, il y a des moyens. L'État peut libéraliser la production et ne pas jouer un rôle dans la production. L'État peut, n'est-ce pas, sortir de la distribution. L'État peut aussi libéraliser la commercialisation. Ça se fait partout ailleurs dans d'autres pays. On peut copier des modèles. L'État, n'est-ce pas, peut avoir le monopole naturel dans le transport et la distribution. Parce que le problème stratégique ici, c'est l'État doit se poser la question si l'énergie est un service ou une industrie pour elle. Si l'État voit ce domaine-là comme une industrie, elle est à la recherche, l'industrie est à la recherche du profit. Bien évidemment, on investit pour faire des gains. Et le gain ici, c'est le retour sur l'investissement. Mais si c'est un service, ça veut dire qu'on est là pour le bien-être de ces populations. Et en ce moment, si l'État joue un rôle dans toute la chaîne, il est jugé parti, ça devient compliqué. Et je crois que c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut mixer la production énergétique dans le pays et prendre en compte les réalités naturelles des ressources de ce pays. Ça veut dire, si on va au nord du Cameroun, qui est plutôt sahélien, il y a trop de soleil. On peut promouvoir les énergies solaires là-bas pour décentraliser la production de ce côté-là. Maintenant, si on vient, je ne sais pas, à l'est où il y a peut-être plus des chutes, on peut penser à la production hydroélectrique. Si on va dans les Grassfields, à l'ouest, quelle est la forme de production qui est propice pour cet environnement et qui est plus économique pour réduire la production et rendre l'électricité moins chère? On essaie d'adapter par rapport aux 10 régions les formes, on a un mixage de production. Et ça, il faut le libéraliser parce qu'il n'y a que le secteur privé qui peut bien le faire.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question jusqu'ici pour ne pas être long. Oui, alors je voudrais quand même vous relancer parce que la libéralisation dans la production, c'est déjà une réalité. Dans la production, c'est déjà une réalité. Vous avez différents acteurs qui opèrent dans la production. Il y a l'État qui gère des barrages, mais il y a aussi les privés. Vous avez des centrales thermiques qui sont gérées par des structures qui ne sont pas forcément du portefeuille de l'État. Est-ce que c'est ça le vrai souci? Ou bien quel est le pourcentage du secteur privé dans la production? Je vous pose la question, quel est le pourcentage? C'est libéralisé, ouais. Le secteur privé qui produit, ils sont combien par rapport à la quantité dont on a besoin? Donc vous voudrez qu'il y ait plus de privés dans la production. Ça, on vous a bien compris. Alors, Jessica, je voudrais revenir à vous, avant de donner la parole à notre troisième intervenant. Est-ce que le problème qu'il évoque, il parle d'une sous-représentativité du secteur privé, peut être aussi dû à une défaillance de ces incitations que vous venez d'évoquer? Je vais lui emboîter le pas, parce que vous avez certainement suivi le fonds d'investissement Actis qui se retire du secteur électricité au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal qui, justement, traduit le fait que les mesures incitatives ne portent pas réellement l'offre? Alors, merci beaucoup pour la question. Il a justement été observé que les incitations ou alors le régime fiscal qui était en place avant les années dans le secteur de l'énergie électrique, comme je vous l'ai dit, il y avait certains textes qui prévoyaient un régime fiscal incitatif, mais qui n'était pas vraiment très intéressant pour les opérateurs privés. Des négociations se faisaient vraiment à l'arrache comme cela, mais ils n'avaient pas de dispositif réglementaire législatif qui leur permettait d'avoir un panel d'incitation très intéressant pour eux. Donc l'État a bien compris cela et depuis 2013 fait justement des efforts pour pouvoir intégrer dans le corpus législatif réglementaire une réglementation précise à chaque phase de l'exploitation à l'installation des opérateurs du secteur de l'énergie électrique. Et on peut constater que depuis 2013, l'accès à la production indépendante d'électricité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a les activités de production qui relèvent du régime de la concession, donc qui ne sont offertes qu'à des partenaires, qu'à des institutions publiques. Mais aujourd'hui, dans la loi sur l'électricité, vous avez la production indépendante d'électricité qui peut être réalisée par des acteurs du secteur privé. Et on a donc remarqué un boom de ces activités de production indépendante d'électricité depuis 2013. Il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés que je ne vais pas citer, qui ont des contrats de licence et des contrats de concession avec l'État aujourd'hui et qui, aux côtés de ces contrats de licence et de concession de production, ont des conventions API justement pour pouvoir avoir accès à un panel d'incitations fiscales et douanières qui vont leur permettre d'aller de l'avant, de pouvoir réaliser ces activités. Et nous pensons que la multiplication de la signature de ces conventions-là vont donner davantage plus de courage à d'autres acteurs privés qui pourront se lancer dans la production indépendante et accroître la production énergétique. Alors, Zakaria Sidik Fadoul, bonjour. Vous êtes le CEO de CMB Group, qui est spécialisé dans la mobilité urbaine. Comment est-ce que vous comprenez cette question de l'énergie? Parce que, in fine, c'est un problème qui nous concerne tous. On en souffre tous presque au quotidien. Il y a des incitations qui sont mises pour un secteur qui est hautement rentable parce qu'il y a toujours une demande qui est présente. Les données du gouvernement disent que la demande augmente de 7,5% par an. Mais comment comprendre qu'on ne parvient pas à le structurer pour apporter une offre qui soit suffisante? Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Zakaria Sidik Fadoul, je suis un entrepreneur privé dans l'automobile et spécialisé dans la mobilité urbaine depuis quelques années. Donc c'est vrai que le secteur énergétique, c'est pas un secteur qui concerne mon activité principale, mais c'est quand même un sujet qu'on vit tous les jours en tant qu'Africain, en tant que
enfin de la sous-région. Bon, moi, ma vision, en fait, je trouve que l'implication du gouvernement, comme tantôt Robert l'a dit, est le sujet numéro 1. C'est-à-dire que, pour moi, il faut d'abord que l'État puisse connaître les besoins de sa population. Et par connaître les besoins de sa population, il faut qu'il y ait d'abord une vraie étude énergétique. Dans n'importe quel pays, dans notre sous-région, que ce soit au Cameroun, au Tchad d'où je viens, au Gabon, au Congo, ou dans tous les pays. La première des choses, je pense qu'il faut d'abord que l'État connaisse les besoins. Donc en faisant une vraie étude énergétique. Deuxième phase qui pourrait peut-être intervenir, c'est après ces études, pouvoir mettre des vrais cadres réglementaires qui régulent ce secteur. Et peut-être aussi, comme toute entreprise, faire passer des lois en étudiant ces cadres réglementaires qui permettent de définir exactement les coûts de production, quels sont les avantages pour les personnes, parce que l'État, l'État, pour moi, n'est pas une entreprise. L'État n'est pas une entreprise, elle accompagne les entreprises, elle accompagne les investisseurs, et puis elle régule dans le sens où tous ces investisseurs, ces industriels qui vont venir investir dans ce secteur n'abusent pas. Et en même temps, d'un autre côté, je pense que en permettant à beaucoup d'entreprises de secteur de pouvoir s'installer, ça permettra une bonne concurrence, qui permettra également d'avoir à la population, qui est les personnes concernées, les ménages, de pouvoir avoir un choix d'un opérateur à un autre. Donc, comme on le voit dans certains pays, il n'y a pas qu'une seule entreprise qui fait de la production. Il peut y avoir une seule entreprise qui fait de la production. Par contre, le transport, l'électrification, tout ça, vous avez différents services offerts par des entreprises privées. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment une question d'étude, de structuration et puis de volonté aussi. Donc pour vous, on doit avoir plus de privés qui interviennent dans la chaîne du secteur de l'électricité de manière globale. Pas que des privés, même que ce soit l'État. L'État, s'il veut prendre le problème énergétique en main, il faut que l'État puisse se doter de toutes les ressources qui sont nécessaires afin de pouvoir mener à bien ce projet énergétique. Dans le sens où on a une société, je pense que dans tous les pays de la sous-région, on a quand même des sociétés d'électricité nationales qui sont sous tutelle de l'État. Et donc, moi je prends l'exemple de mon pays qui est le Tchad. On a cette problématique-là de production. On a cette problématique de transport électrique. Et d'un autre côté, il y a ce problème-là de suivi de facturation. Donc, c'est-à-dire, on produit l'électricité, c'est un coût. On le transporte, c'est un autre coût. Maintenant, on le donne à des ménages, mais il faut s'assurer que les ménages payent l'électricité. Exactement. Alors, Robert Lianjo, je me tourne vers vous. Vous avez évoqué la question de la production tout à l'heure. L'État du Cameroun s'est engagé dans beaucoup de projets avec des privés. Le barrage de Natchigal, qui a déjà injecté ses premiers mégawatts. On a le barrage de Kikop, qui est présenté comme le plus grand de toute l'Afrique centrale. Il y a des projets solaires qui ont émergé dans le septentrion. Il y a le barrage de Biawara aussi qui est dans les starting blocks. D'après vous, par quoi qu'est-ce qu'on devrait prioriser aujourd'hui? On a tous ces projets qui sont en cours, d'autres qui sont déjà en production. Mais le vrai problème à la fin, c'est qu'on ne parvient pas à avoir une production qui nous permet de soutenir notre croissance économique. Oui, très souvent... Est-ce que l'État a bien fait à embrasser tous ces secteurs en même temps? Voilà. L'État doit forcément avoir des raisons pour lesquelles il a embrassé tous ces projets-là. Je ne vais pas faire le procès de l'État. Je vais rester sur le plan technique. À mon avis, la production d'électricité par les barrages hydroélectriques s'est démontré être très coûteux
et avoir un coût de maintenance très élevé. Et il y a des productions d'électricité qui nécessitent des capitaux élevés à la base, mais les coûts d'opération sont moindres. Et sur le long terme, la production de l'électricité est moins chère. Et ça peut faciliter le coût de vie. Maintenant, tous les barrages hydroélectriques du Cameroun, l'État a forcément des raisons que je ne maîtrise pas, tous les in and out. Mais je dis, il y a d'autres options meilleures en termes de coût que les barrages hydroélectriques. Par exemple, Le solaire, les éoliques, il y en a plusieurs. Il y a les recherches et les documents qui prouvent que la production solaire, vrai que ça nécessite des capitaux élevés pour le départ, mais sur le long terme, le coût d'opération est moindre. Et ça veut dire, sur 30 ans, tu auras un coût de production d'électricité nettement moins cher que le coût de production avec un barrage hydroélectrique. Je parle de presque 40% de réduction en termes de coût. C'est vraiment important. Maintenant, par rapport au Cameroun, pourquoi il y a tous ces barrages, le Cameroun n'est pas assez électrifié? Je dirais qu'il y a deux problèmes. Le barrage, c'est la production. Maintenant, la distribution, est-ce que nous avons des infrastructures pour distribuer la production qui est faite? ça c'est le travail du privé aussi. Pour moi, comme j'ai dit dans mon système, ou alors dans le système que je préconise, ou je pense qu'il doit être adopté dans la zone CEMAC, c'est l'État doit prendre en charge le transport et la distribution, parce que c'est aussi des problèmes de sécurité. Mais le reste de la chaîne doit être libéralisé. D'accord. Vous passez le micro à Jessica Fuque pour qu'on aborde justement ce volet des énergies propres. Alors, si vous avez un investisseur en face de vous qui veut venir au Cameroun investir dans l'énergie, l'électricité, vous lui conseillez quoi? L'hydroélectricité, le thermique ou bien l'énergie photovoltaïque, par exemple? Alors, du point de vue de la fiscalité, chacune de ces formes d'énergie électrique reçoit un même traitement. Donc, cela va dépendre des capacités techniques et peut-être des capacités de financement de l'investisseur. Mais du point de vue du financement, du point de vue de la fiscalité, vous avez le Cameroun et le Tchad, vu que le Tchad a également parlé du Tchad, donc je vais faire un peu de droit comparé. Le Cameroun et le Tchad qui ont aujourd'hui un fort potentiel solaire d'ailleurs, donc qui ont mis en place récemment des mesures d'incitation aux acteurs du secteur des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, les États encouragent les acteurs, encouragent les sociétés à se tourner plutôt vers les énergies renouvelables. Quand je parle d'énergie renouvelable, vous avez le solaire, c'est généralement le solaire et l'éolien qui sont beaucoup mis en avant. Vous avez également en géothermie, vous avez la biomasse. Mais aujourd'hui, les incitations fiscales qui sont prévues, que ce soit au Cameroun ou au Tchad, couvrent principalement le solaire et l'énergie éolienne. Donc en 2024, par exemple, la loi de finances du Cameroun a introduit une mesure qui est très intéressante, qui prévoit l'exonération à l'importation de certains droits et taxes de douane. Et ces exonérations-là concernent les équipements et matériels de production justement de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et également de la biomasse. La loi de finances prévoit certes un délai de 24 mois pour la mise en application de ces dispositions, mais il s'agit quand même de mesures, quoique temporaires, qui permettent de réduire le déficit énergétique, qui permet d'avoir accès à l'électrification rurale et qui permet surtout de diversifier les sources d'énergie pour les personnes physiques, mais également pour les industriels. Au Tchad, la législation a fait ce pas en avant beaucoup plus tôt un peu que le Cameroun, parce qu'en 2020, la législation du Tchad prévoyait déjà un régime très incitatif. Je crois que c'était un régime inédit pour la sous-région
dans la mesure où cette législation a détaxé de manière quasi totale le secteur des énergies renouvelables. Donc, les importations, vous avez une exonération de certains droits et taxes à l'importation de tous les produits qui se rapportent à la production et même seulement à la promotion des énergies renouvelables. Vous avez une exonération de TVA sur les emprunts qui sont destinés à financer les projets dans le secteur de l'énergie renouvelable. Et vous avez également des mesures dont l'application est limitée à 5 ans, l'exonération sur l'impôt minimum forfaitaire, la taxe d'apprentissage et une réduction quand même de 50% sur les droits d'enregistrement et sur l'impôt sur les sociétés. Donc, toutes ces mesures-là qui ont été prises par le Tchad bénéficient non seulement aux personnes physiques qui veulent avoir accès à l'énergie renouvelable, je pense surtout aux personnes qui sont dans les zones retirées, des zones rurales, qui n'ont pas forcément accès à l'électricité, qui peuvent donc se retourner vers l'énergie solaire ou l'énergie éolienne ou photovoltaïque. Mais cela permet également aux acteurs du secteur de l'énergie renouvelable d'initier des projets d'envergure qui vont permettre de développer le pays, mais qui vont être faits à moindre coût pour eux dans la mesure où, en ce qui concerne la fiscalité et la douane, beaucoup de mesures incitatives sont mises à leur disposition. Alors, parlons de ces mesures incitatives, parce que le déficit, il existe, on en parle aujourd'hui, on le subit tous les jours. Quelles incitations, notamment au plan fiscal, vous aborderez d'autres aspects, si cela vous convient, nos pays, le Cameroun en particulier, devraient mettre en place pour attirer davantage de financement dans le secteur de l'électricité? Je pense que les mesures sont déjà là et le problème c'est que ces mesures sont méconnues du grand public, ce qui fait aujourd'hui que lorsque vous avez des investisseurs qui veulent devenir des acteurs dans le secteur électrique, ils ne savent pas. De 2013, comme je l'ai dit, un panel d'incitation fiscale, mais il y a des conditions également qui sont imposées, bien entendu, en ce qui concerne le nombre d'employés, en ce qui concerne le montant de chiffre d'affaires qui va être réalisé. Vous avez des mesures en phase d'installation, les réductions de droits d'enregistrement sur les contrats que vous passez, réduction des taxes et droits à l'importation des équipements que vous faites venir peut-être pour réaliser les infrastructures, etc. Et de manière plus importante, à la phase d'exploitation, vous avez des décotes sur le taux de l'impôt sur les sociétés qui représentent quand même une avancée considérable et une incitation considérable pour des sociétés qui font dans l'énergie électrique. Alors, vous passez le micro, je reviens à vous dans une minute. Juste pour Robert Miondo de me donner son avis, le gouvernement camerounais est conscient du déficit. Le gouvernement s'est doté d'un plan de redressement du secteur de l'électricité. Alors, je disais que le gouvernement s'est doté d'un plan qui vise à porter la production à 5000 MW d'ici 2030. Le coût de ce projet, c'est 6 000 milliards de francs CFA entre 2022 et 2030, donc 4 000 milliards pour la production, 1 200 milliards pour le transport et 800 milliards pour la distribution. Alors, question simple, où est-ce qu'on trouve cet argent? Vous me posez des questions comme si j'étais magicien, mais bon, si l'État a décidé une fois de plus de s'engager dans un projet comme celui-là, forcément l'État connaît ses moyens. Si ce n'est pas un État voyou, ça veut dire qu'on ne se lève pas pour faire un projet de 6 milliards. 6 000 milliards. Est-ce que c'est réaliste selon vous, quand même? Ouais, je suppose que l'État a fait l'étude, n'est-ce pas? Ils ont fait des études et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient à la hauteur. Mais sûrement, ils vont chercher des investisseurs étrangers, ils vont aller dans des banques communautaires ou alors des banques d'investissement ou alors sur le marché, n'est-ce pas, chercher des fonds. Mais très souvent, c'est que l'État a 3 sources de revenus. Ce sont les taxes, c'est les ressources, la vente des ressources naturelles du pays. En dehors de ces 2 sources de revenus-là, je ne sais pas où l'État prend encore l'argent si ce n'est pas les prêts. Donc, à la fin, je pense que le problème énergétique est un problème très important pour le développement et surtout que dans les facteurs de production, l'énergie est parmi les facteurs de production
puisqu'il y a 4 facteurs. On parle de la terre. Et dans la terre, on englobe les ressources naturelles et les énergies primaires, comme le brut, le gaz, l'eau, tout ce qui peut être transformé en énergie secondaire. Donc, je pense que l'État a des moyens. Mais ce que je voulais rajouter en termes de mesures incitatives pour le développement ou la croissance de la production énergétique au Cameroun ou dans la région CEMAC, c'est que nos États devront faire des efforts pour améliorer la perception des investisseurs étrangers. Parce que pour inviter des investisseurs à investir, il faut déjà, si on va, par exemple, Doing Business, qui est un organe qui évalue les États, la capacité de faire du business dans un pays, et si le pays est prompt aux investisseurs, il faut donc, moi en tant qu'étranger ou État aux États-Unis, la première chose que je fais, c'est aller voir le rapport de la Banque mondiale sur l'environnement du business au Cameroun. C'est aller voir le rapport de Doing Business par rapport au Cameroun. Si vous êtes mal évalué là-bas, la première chose, c'est que en tant qu'investisseur, même si vous avez toutes les mesures incitatives à l'interne, si déjà vous êtes perçu comme un pays à haut risque, vous n'allez pas attirer les investisseurs. On est d'accord? Exactement. C'est déjà ça. Il y a ce pan-là qu'il faut aussi améliorer. D'accord, d'accord. Zakaria Siddiq, on va laisser un peu l'électricité, on va parler des énergies fossiles. La plupart de nos États dépendent, on parle de la CEMAC, ont une très forte dépendance au pétrole brut. Pas même à la transformation, c'est l'extraction et la vente essentiellement pour financer les budgets. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de transition écologique sur les marchés européens et une migration vers les minéraux dits critiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cela aujourd'hui? Est-ce que finalement l'énergie qui est aujourd'hui, je veux dire, est-ce que le pétrole qui est aujourd'hui une ressource essentielle pour nos économies va demain nous conduire non pas à être plus compétitifs, mais à perdre de la place sur le marché international? Comment est-ce que vous appréciez cette Bon, pour moi, en fait, ce sujet d'énergie fossile. Donc, concernant ce sujet d'énergie fossile, aujourd'hui, je vais prendre juste la sous-région de la CEMAC. Donc, je crois qu'on est 5 pays sur 6 qui sont producteurs de pétrole. En fait, on a commencé l'exploitation du pétrole. En fait, c'est des ressources. Ça fait partie des ressources d'un pays. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je pense que quand on regarde bien tous nos pays, en fait, on a des sociétés nationales en hydrocarbures qui sont là, on va dire, ils sont pas des exploitants. L'État n'est pas explorateur, c'est pas lui qui exploite le pétrole. L'État, une société américaine ou ça peut être une société chinoise qui sait que le Tchad a le pétrole, le Cameroun a le pétrole, bon, elle est intéressée, c'est son domaine. Ils vont venir. Maintenant, le problème, c'est que nous, au jour d'aujourd'hui en Afrique, je remarque que c'est devenu la seule énergie, la seule ressource que les États mettent l'accent dessus. Parce que avant le pétrole, on avait d'autres ressources. L'agriculture, l'élevage, pour le cas du Tchad, mais qui aujourd'hui, limite, n'existe plus. Donc, le problème, c'est pas le type de ressources, hein. Le type de ressources que l'État veut exploiter pour son économie, mais c'est la façon dont elle est faite. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer que dans certains pays de la sous-région, on exploite le pétrole, donc le brut, et on construit des raffineries. Les raffineries ne peuvent pas raffiner le produit que nous-mêmes on exploite. Et donc, du coup, on est obligé de rentrer dans le marché pour le revendre, d'importer. Et ça, pour moi, en tant que
entrepreneur, je trouve qu'il y a un problème. Donc, avant de commencer l'exploitation de ce pétrole, il faut que j'arrive à pouvoir savoir est-ce que je peux le raffiner, parce que c'est ça qui est très important. Parce que là, moi, je pense que On vous parlera de questions de financement. Parce que ouais, non, mais en fait, le problème de financement aujourd'hui, vous le regardez, hein, l'État n'a pas financé 100% de leurs raffineries. Tous les pays de la sous-région n'ont pas financé leurs raffineries. Ils n'ont pas mis en place, ils n'ont pas financé également, je peux dire, les puits de pétrole, l'exploitation. C'est des entreprises privées qui sont en joint venture avec l'État et qui le font. En plus, le pire, c'est même pas ça, c'est que on le fait en joint venture avec des entreprises qui sont là ici, qui investissent de l'argent, ils donnent la quote-part de l'État, eux, ils font ce qu'ils veulent avec leur quote-part. Mais vous remarquez qu'on va trouver un autre problème où la commercialisation de notre propre pétrole, on n'a pas la main dessus. En fait, le sujet, il est très large, en fait, et moi, je pense que nous, en tant que pays africains, on n'est pas les plus gros pollueurs. On n'est pas les pollueurs, on n'a pas des grosses industries qui polluent aujourd'hui. L'impact du climat, on est en... Le climat nous touche également. Nous touche Oui. à cause de qui? À cause des gros industriels. D'accord. Alors, Donc, Jessica Fuke, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les économies qui sont fortement corrélées au pétrole, comme de cette transition écologique qui est en préparation? Alors, à mon avis, non. Non. Pourquoi? Parce que, comme les présidents, je crois que ça a été abordé même lors du précédent panel, on ne peut pas faire de comparaison aujourd'hui avec les économies occidentales et les économies africaines. Parce que le niveau de développement n'est pas pareil. Donc aujourd'hui, on a un niveau de développement où on cherche à la rentabilité, où on cherche à se développer, alors qu'au niveau occidental, l'étape dans laquelle les économies africaines et camerounaises se trouvent aujourd'hui, les économies occidentales s'y sont retrouvées il y a plusieurs années. Donc, et à cette époque-là, si on regarde les exigences qui sont posées aujourd'hui par ces économies occidentales en matière d'écologie, de respect de l'environnement, n'étaient pas systématiquement respectées. Donc aujourd'hui, je pense que ces économies qui nous imposent les exigences en matière d'écologie, de respect de l'environnement, au moment où elles étaient à la même étape à laquelle aujourd'hui l'Afrique et le Cameroun se situent, je ne pense pas que ces exigences aient été respectées. Donc ils sont à un niveau, les économies occidentales, sont à un niveau de développement qui est tel qu'elles peuvent se permettre de poser des exigences en matière d'écologie, en matière de respect de l'environnement, parce que les besoins basiques ont déjà été comblés. Et l'étape de développement dans laquelle ces économies se trouvent n'est pas la même que l'étape de développement dans laquelle l'économie africaine se trouve aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vraiment faire de comparaison et chercher à ce que les économies africaines soient alignées du point de vue de l'écologie avec les économies occidentales. Ce n'est pas possible. Alors, Monsieur Robert Nianto, c'est vous l'expert pétrolier sur ce plateau. Selon les projections du FMI, le pétrole sera une ressource obsolète à partir de 2050. Parce qu'effectivement, on aura migré vers le tout électrique. Est-ce que cela va impacter sur la compétitivité de nos économies? Est-ce que nous, autres pays de la CEMAC, on ne doit pas aussi se tourner vers ce tout électrique-là pour ne pas être surpris au moment venu? Je pense que le brut, ou alors l'énergie, le produit, dit que c'est obsolète. Je ne partage pas l'avis. C'est vrai que... 2050, j'ai bien dit. Même en 2050. Parce que si vous regardez la réserve mondiale, en termes de réserve mondiale et la quantité utilisée, en 2050, il y aura encore de la réserve. Comparativement à ce que le commun des mortels pense, la production, n'est-ce pas, du produit brut. Certes, ça prend des siècles, ça prend du temps, mais ça se ravitaille. C'est juste que ça prend trop de temps par rapport au soleil ou autre chose. Quand on dit que bon, ça ne va plus, ça va être obsolète. C'est une vision mondiale. La vision mondiale veut qu'on transite ou bien qu'on migre vers les énergies propres. Ça, c'est une réalité. L'impact du changement climatique est réel. Qui nous concerne tous. Et nous concerne Même nous les tous. Africains qui ne polluons pas assez.
Nous, les Africains, c'est une réalité. Maintenant, on ne doit pas faire la comparaison avec les économies européennes, je suis d'accord. Mais on doit tirer des leçons, des démarches, ou alors des procédures ou des stratégies qu'elles ont utilisées pour que, quand nous arrivions au même seuil, qu'on n'ait plus les mêmes problèmes, qu'à l'amont, nous avons, ou dans notre stratégie, en phase de développement, qu'on ait pris tous ces facteurs-là en compte pour que plus tard, nous ne faisons pas face aux mêmes problèmes 30 ans plus tard, parce qu'on aura appris d'eux. Donc, le pétrole a ceci d'impacter les pays producteurs ou importeurs de produits raffinés, que le dollar, ce qu'on appelle le pétrole dollar, a un effet qui peut mettre en mal l'économie ou bien alors l'industrie préexistante avant la découverte du pétrole dans un pays. Parce que la vente du pétrole en dollars, c'est très élevé. Et du coup, sur le plan financier, la balance du pays augmente quand on vend tellement de pétrole à l'étranger. La balance augmente parce qu'on a beaucoup d'argent à l'étranger, pourtant on n'en a pas. Juste parce que la valeur du dollar. Et ça amène souvent des pays comme le Cameroun, le Tchad, le Gabon, à oublier d'autres industries qui existaient comme l'agriculture. Parce que là-bas, la recherche, le revenu est rapide. Les compagnies viennent exploiter et ils font des production sharing agreements. Et quand l'État récupère sa part de la production, il vend directement l'argent entre. Il n'est pas là pour réfléchir sur tous les problèmes techniques que la compagnie a eu. Donc, par rapport à la transformation, ça rend encore plus les choses difficiles. L'autre impact de la vente du pétrole, c'est l'inflation. Et ça cause des gros problèmes pour des économies africaines, l'inflation, lié au pétrole, à l'exploitation du pétrole. Ma recommandation, une fois de plus pour les pays en voie de développement, par exemple, je prends le cas du Cameroun, depuis 10 ans, il n'y a plus de découverte de réserves. Et la production du Cameroun a atteint son pic il y a plus de 10 ans. Donc, par rapport à la réserve du Cameroun, la production du brut pétrolier décroît avec du temps. Et il est important maintenant pour le gouvernement camerounais de trouver des moyens incitatifs pour inviter les petites et moyennes entreprises dans l'exploration et la production pour prendre en charge des champs marginaux laissés par de grosses entreprises pétrolières, parce que ces champs-là ne sont plus profitables pour eux par rapport au volume, au headcount. Mais les petites et moyennes entreprises qui font dans l'exploration et la production peuvent encore tirer des profits, et ça fait aussi des profits pour le gouvernement. D'accord, merci. Alors le temps nous tient à la gorge, on va prendre 2-3 questions du public et on reviendra pour que chacun dise son mot de fin. La première question. Alors, vous vous présentez, vous posez vos questions. Soyez vraiment le plus précis. Très bien, je suis Monsieur Nkolo Bassa Victor, je suis du Centre national de promotion des échanges et je vous remercie tous de votre présentation. Le Cameroun dispose depuis 2007 du PANER, le plan d'action national pour l'énergie et la réduction de la pauvreté, en tant que boussole de la politique gouvernementale sur la question.
avec un horizon théorique de 5000 MW, comme vous avez dit, en 2030. Monsieur Robert Nyamdio, n'est-ce pas, a proposé le mix énergétique. Et lorsque nous observons, nous voyons que les centrales à gaz, c'est 1,4%, c'est 14%. Vous regardez les centrales solaires, 0,1%. Les centrales thermiques, c'est 24%. Les centrales hydroélectriques, c'est 62%. Alors, nous voulons effectivement savoir aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de la décentralisation. Existe-t-il une synergie d'action entre l'agence de l'extraction rurale et les collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, pour intensifier la réalisation des micro-projets de barrages électriques ou alors des micro-centrales solaires? Parce qu'on voit vu que si tout est concentré entre les mains de l'État, ça ne va pas toucher la population. Donc nous savons que la croissance, c'est-à-dire que l'augmentation de la demande est de 7,5%, alors que 65,5% de la population quand même est couverte par l'électricité. Est-ce qu'on peut valoriser la décentralisation pour permettre que les petits ménages puissent également bénéficier de ces mix énergétiques? Georges Moussa-Bessolo, directeur exécutif Mata Capital. Ma question est adressée à Monsieur Fadoul, qui est dans le transport. Aujourd'hui, nous constatons que la courbe des coûts de carburant devient égale à celle de la courbe des véhicules électriques, de la consommation énergie électrique pour les véhicules. N'est-ce pas justement faisant partie de la transition justement énergétique, où si davantage vous faites la promotion des véhicules électriques dans la zone CEMAC, le coût réduit à la fois sur le compte des résultats entre les dépenses de carburant et les dépenses en énergie électrique, n'est-ce pas le moment justement de cette promotion? La deuxième question pour le panel, qui a surtout discuté du coût du carburant, du pétrole et de la photovoltaïque. N'est-ce pas le problème? Ma question est de savoir aujourd'hui, on installe des panneaux solaires, on a sa batterie solaire à la maison et on ne dépend plus véritablement des sources hydroélectriques, des barrages, des coupures. N'est-ce pas un problème où le consommateur, on n'approche pas aujourd'hui directement le consommateur final? Une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Didier Lukaku de la COSUMAF. Monsieur Lukaku, vous avez la parole. Oui, je vais me lever. Allô, on monte, non? Première question, c'est bon? J'ai l'impression que ça marche moins bien que... Là, déjà que naturellement, je n'ai pas la voix qui porte. Première question, en fait, ça peut-être une question... pas bien compris, hein. Le lien... J'ai pas bien compris le lien que vous semblez faire entre la vente de pétrole, je crois, et l'inflation. Oui, ça peut, mais est-ce que j'ai cru comprendre un lien systématique sur des poussées inflationnistes? J'ai peut-être mal compris, mais revenez un petit peu là-dessus. Je ne suis pas trop sûr d'avoir bien compris. Et puis le deuxième aspect, c'est peut-être, on parle beaucoup de finances, de façon indirecte, de finances vertes. Et sur le marché financier, on a des mécanismes aussi, on a mis en place des produits de finances vertes, aussi bien à l'émission pour les émetteurs, donc émetteurs publics ou privés, qui peuvent mettre en place donc un financement, que ce soit dans le secteur du bâtiment, dans le secteur énergétique, donc
finance verte qui attire un certain nombre d'investisseurs. Donc voilà, c'est aussi un sujet auquel je pense qu'il peut s'intégrer au sujet du jour. Voilà, c'est juste pour faire cette allusion-là. Merci. Exceptionnellement, dernière question ou observation, Madame la Présidente. Merci de me passer la parole. Je voudrais réagir à l'intervention du directeur juridique de la COUSMAF. Il est bien vrai qu'on parle de la compétitivité sur le secteur de l'électricité ou alors de l'énergie en général. Aujourd'hui, c'est un secteur porteur pour tout ce qui tourne autour de la durabilité. Et la question, la zone CEMAC est un poumon écologique. La zone CEMAC a un potentiel énergétique important. Est-ce que dans les réflexions que vous avez à conduire, il vous est arrivé de pouvoir identifier les instruments ou les actifs verts potentiels pour ce secteur-là? Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources financières pour accompagner le secteur de l'énergie en général. Et qu'est-ce qu'on demande? Nous, marchés financiers, on a mis en place des textes. Les États essaient de mettre en place des cadres législatifs et réglementaires. L'idée, c'est de créer un écosystème, puisque quand on se lance dans un projet, c'est pour gagner de l'argent. Donc, ça signifie qu'il faut de l'offre et de la demande. Et à ce stade, je n'ai pas bien entendu la position des différents intervenants sur cet aspect-là. Parce que ce sont des opérateurs économiques. La dame représentant ECA Tax a bien parlé des incitations. Mais il y a des incitations si et seulement si il y a une offre ou une demande. Donc, comment rendre concret vos discussions qui sont aussi très, très pertinentes? J'ai pris beaucoup de notes parce que vous êtes des acteurs clés. Merci pour vos interventions. Merci, Madame la Présidente. Alors, on commence par vous, Jessica Fuke. On a peut-être abordé le volet du financement vert par le marché financier. Madame la Présidente a également évoqué cela, le fait que, voilà, est-ce qu'il faut, quelles sont les incitations à mettre en place pour qu'au niveau du marché financier, on puisse également contribuer à la résorption du déficit énergétique? Ok, très bien, merci. Alors, merci pour la question, madame. Ce que je vais commencer par dire, c'est que les incitations dont j'ai parlé plus tôt et qui sont consignées dans la loi API, certes, il y en a qui se focalisent sur le secteur des énergies renouvelables, c'est-à-dire solaire et éolienne, mais vous avez des incitations qui sont globales, qui s'appliquent à tout secteur d'activité, y compris le secteur de l'énergie verte, comme vous l'appelez. Donc, aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de relever d'une sous-section en particulier, d'un sous-secteur en particulier du secteur de l'énergie pour pouvoir prétendre à ces incitations. Vous avez, en fonction des catégories, en fonction du nombre d'employés que vous avez, en fonction du chiffre d'affaires que vous comptez dégager, en fonction du secteur d'activité, vous pouvez prétendre à différents, et en fonction également du montant de l'investissement, parce que c'est important. Dans la loi, vous avez différentes catégories d'incitation A, B et C, en fonction du montant de l'investissement, et qui peuvent donc être applicables à tout type de secteurs et de sous-secteurs, y compris le secteur de l'énergie verte. Mais ensuite de ces incitations communes, vous avez des incitations spécifiques qui s'adressent au secteur de l'énergie solaire et éolienne. Vu que c'était un peu cela le thème de notre panel, j'ai insisté sur ces incitations-là. Mais bien entendu, dans cette loi, et également dans le Code général des impôts, vous pouvez retrouver des incitations qui s'appliquent absolument à tous les secteurs d'activité, y compris le secteur de l'énergie verte. Oui. Monsieur Yambio, réaction. Vous avez été interpellé, je pense, sur deux aspects, notamment Presque trois. Voilà, presque trois, la vente de pétrole et inflation, les actifs verts sur le marché financier. On parle aussi souvent beaucoup de crédit carbone pour soutenir la transition énergétique. Votre réaction? Oui, la corrélation entre
le dollar, pétrole dollar et l'inflation. Ça s'explique. Un pays qui fait la découverte, par exemple, de son sous-sol, qui est riche en pétrole, commence à produire le capital, l'investisseur qui vient avec le dollar pour acheter le produit. Tous entrent dans le pays avec beaucoup d'argent. Et dans le domaine du pétrole, la masse monétaire devient très importante. Et quand elle devient très importante, toutes les activités à côté, que ce soit le logement des cadres, que ce soit les petites et moyennes entreprises, ils sont prêts à dépenser à gros coups pour réaliser leurs projets très vite et aller en production. Et ils rendent la vie chère autour de l'industrie du pétrole. Et tout ce qui est autour de l'industrie du pétrole est affecté parce que l'industrie du pétrole, l'argent coule à flot à l'intérieur et les autres ne sont pas au même rythme. Ça rend le coût de la vie élevé et du coup, ça impacte l'inflation. Ça a été prouvé dans beaucoup d'études, dans plusieurs pays, partout dans le monde. Maintenant que j'ai répondu à cette question, le monsieur avec la question sur la décentralisation de la production énergétique. Pour moi, je le dis encore, à l'entame de mes propos, je l'ai dit, il est impératif pour nos pays de décentraliser la production, de libéraliser et décentraliser même la production des énergies, de l'électricité, si on veut atteindre un taux d'électrification élevé. Il y avait la question de la présidente de la COSUMAP, si elle peut se répéter, j'ai pas bien saisi là, ou alors j'ai oublié. Oui, alors, je pense que la question d'observation de la présidente de la COSUMAP, c'était de se tourner un peu plus vers les produits de financement durable qui peuvent permettre de soutenir le déficit énergétique. Est-ce que c'est une alternative à prendre en compte également dans votre analyse? Oui, je l'ai aussi dit tantôt que la sous-région Afrique centrale regorge un potentiel important. Ça, c'est clair. Maintenant, la stratégie dont je suggérais, c'était celle d'identifier ces ressources-là. Par exemple, le Cameroun, si on prend le nord du Cameroun, ça a un climat beaucoup plus aérien avec beaucoup de soleil. J'ai demandé, ou j'ai suggéré qu'on pouvait plutôt adapter l'énergie solaire dans cette partie du territoire camerounais. Pour ça, il faut beaucoup de financement aussi pour financer le secteur d'énergie renouvelable. Oui, il faut beaucoup de financement, mais sur le temps, le coût de production est moindre. Le coût de production d'électricité est moins cher par rapport à la production des barrages hydroélectriques. Donc maintenant, si on ne veut pas prendre un coût de production, un coût d'investissement initial élevé, on a le choix. C'est un problème de choix. Si vous voulez investir 10 000 aujourd'hui, et maintenant le coût d'opération est élevé, c'est 3 000, c'est 30 000 francs, et à la fin, vous achetez 1 kilowatt d'électricité, vous revient à, je vais dire, 10 francs. Ou alors vous investissez 10 milliards aujourd'hui, et à la fin, sur 30 ans, le coût le kilowatt vous revient à 2 francs. On vous a compris. Merci. Le temps nous tire à la gorge. Alors, la dernière question, pour clore peut-être ces échanges, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prêt à commercialiser les véhicules et les voitures électriques? Bon, merci Cédric. Merci encore à Georges parce que ça faisait partie, la deuxième partie de ce panel, mais on n'a pas eu le temps de le développer, c'est le transport. En fait, moi, je suis un acteur privé et j'opère depuis maintenant 5 ans dans le secteur du transport urbain en Afrique. Donc, c'est vrai qu'on est resté dans le secteur de l'automobile, dans l'achat-vente depuis plus d'11 ans d'expérience. Et on a décidé de s'attaquer au transport urbain en Afrique. Pourquoi? Parce que le transport urbain touche directement la population, on nous a touché nous tous, mais on remarque que chaque année,
le parc automobile de ce transport urbain en Afrique, il est limite obsolète, en fait. Ça devient même dangereux pour la population. Donc, on s'est tourné un peu dans les pays africains qui ont mis un peu des cadres dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, franchement, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a mis en place les limitations d'âge et ne s'est pas arrêté à la limitation d'âge. C'est-à-dire que l'État est parti vraiment toucher le secteur différent, hein, que ce soit le transport des marchandises, le transport interurbain, le transport urbain. Donc, à mettre en place des réglementations qui puissent faciliter les opérateurs, que ce soit les entreprises qui vendent des véhicules comme nous, ou même les acteurs du secteur du transport, à pouvoir faire une transition. Donc, pour faire cette transition, c'est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, le climat, il est touché. C'est une réalité qu'on est en train de voir. Donc, le souhait de tout le monde, hein, c'est de passer aux véhicules électriques. Mais il y a une réalité. Les véhicules électriques, aujourd'hui, le coût, il est très élevé par rapport à un véhicule en essence, par exemple. Donc, ça, ce problème-là, et il y a le problème d'infrastructure qui se situe dans le secteur. Ce sujet-là peut être développé pour des personnes privées. C'est-à-dire que moi, je suis un chef d'entreprise, je peux me permettre d'acheter un véhicule électrique parce que c'est vrai qu'on a ce problème énergétique en termes d'essence où des fois, il y a des pénuries où on n'a pas d'essence, où on fait des longues queues. Donc, en tant que chef d'entreprise, je peux me permettre d'acheter un véhicule électrique parce que peut-être je fais pas plus de 100 kilomètres dans la journée entre les rendez-vous, les bureaux et revenir à la maison. Donc c'est plus facile pour moi d'installer une borne électrique chez moi. Donc je recharge le véhicule. Ce problème-là, il est résolu. Mais quand j'attaque mes principaux clients qui sont les entreprises de transport, on a ce problème d'infrastructure qui se pose parce que le gars, c'est son travail, il roule dans toute la journée. Comment il va faire? Et nous, quand on veut vendre un véhicule électrique, il y a le coût au final. C'est-à-dire que quand j'achète un véhicule neuf, aujourd'hui, je peux aller sur un exemple, une petite berline, on peut l'évaluer entre 8 et 10 millions. Mais aujourd'hui, un véhicule électrique, aujourd'hui, un acteur du transport taxi ne peut pas se permettre un véhicule électrique parce qu'il y a différentes problématiques qui ne sont pas résolues. Parce que lui, son travail, c'est pas de chercher des bornes. Donc aujourd'hui, il va commencer, c'est de rouler et faire ses recettes. On a mis en place pour les accompagner, on dit on va passer à une transition, mais on va la définir différemment. Donc les véhicules de plus de 10, 15, 20 ans, on va essayer de les enlever du secteur du transport, passer sur des véhicules neufs. Ça coûte encore cher, ils peuvent pas se le permettre. Donc on a discuté avec beaucoup de marques de véhicules, qui sont représentées dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc et à l'exemple de Toyota, hein, je suis désolé, c'est la marque qui vend le plus en Afrique. Et aujourd'hui, même en termes de SAV, au jour d'aujourd'hui, mis à part le concessionnaire officiel, vous avez quand même un marché parallèle où les utilisateurs de Toyota ont cette facilité d'acquérir une plaquette de frein, un filtre à huile, ils peuvent aller. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a négocié avec des opérateurs pour accompagner cette politique de l'État. Si on veut le faire d'une manière très privée, on peut le faire avec 2-3 entreprises de transport qui ont cette capacité de pouvoir mettre un apport, pouvoir prendre des véhicules neufs. Mais si vous prenez sur la totalité du secteur du transport, sans accompagnement et structuration de l'État, ça va être compliqué de passer à une transition énergétique. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail. On va déjà commencer par enlever les véhicules de plus de 20 ans et mettre des véhicules neufs. Et après, on va réfléchir à l'électrique. Je pense que, parce que là, pour passer à l'électrique aujourd'hui, je pense que, je vais donner l'exemple, je prends Total. Parce que Total est passé à Total Énergie. Je veux juste le terminer, s'il vous plaît, si vous permettez. La France, ça fait des années qu'ils parlent des énergies renouvelables, électriques, tout ça. Mais quand vous voyez, c'est depuis quelques années que les stations Total, même en France, commencent à avoir des bornes électriques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pompes à essence ou gasoil. C'est vraiment, vous arrivez dans une station, c'est que des bornes électriques. Donc vous avez vu, ça a pris du temps. Donc nous, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant pour que d'ici 10, 15 ans ou 20 ans, on se dit, voilà, on peut se permettre de mettre des bornes électriques dans toutes les stations essence. Merci. Voilà qui est dit. Mesdames et messieurs, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos panélistes, s'il vous plaît? Je vais vous inviter à une photo de famille, monsieur le modérateur et les distingués panélistes. Et ensuite, vous donner la suite du programme. Merci.
organise la 12e édition de l'Economy Business Summit le jeudi 6 juin 2024 au Hilton. Merci. Il y avait beaucoup à parler sur le transport. Au terme de ce deuxième panel, nous allons entamer la pause déjeuner afin de pouvoir renforcer nos capacités intellectuelles et biologiques pour le troisième panel. Nous allons donc prendre une pause de 1h, 1h20 et nous retrouver ici à 14h40 pour reprendre. Je voudrais rappeler également qu'il y a une salle de B2B où vous pouvez faire des rencontres avec des partenaires potentiels qui est tout aussi équipé pour cet échange. Je vous remercie.